where just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. Kanye West est un malade mental. Le diagnostic officiel est trouble bipolaire, suffisamment sévère pour lui avoir valu des passages en hôpital psychiatrique. Il est aussi connu pour se mettre tout le monde à dos, que ce soit en interrompant la jeune Taylor Swift aux Grammy Awards, en soutenant Donald Trump ou en harcelant son ex-femme sur les réseaux sociaux. Mais rien de tout ça ne l'a empêché de devenir le rappeur le plus riche au monde grâce à sa marque Yeezy, avec une fortune évaluée à 2 milliards de dollars. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un gars qui est apparemment incapable de contrôler ses impulsions est aussi bien réussi? Il y a plusieurs théories. Certains voient Kanye comme un artiste brillant mais torturé, que ses troubles mentaux poussent à dire des bêtises. D'autres le voient comme un stratège qui avait tout prévu, et soupçonnent même son trouble bipolaire d'être une invention marketing. Ces gens sont peut-être sur la bonne piste. Prenez par exemple la première grosse polémique soulevée par Kanye. On est en 2005. L'ouragan Katrina vient de ravager la Nouvelle-Orléans. Un genre de téléthon est organisé pour lever de l'argent en faveur des victimes. Des célébrités comme Leonardo DiCaprio ou Lindsay Lohan viennent faire des appels aux dons. Tout le monde est clairement en train de lire un prompteur, sauf une personne. Kanye décide d'improviser. George Bush doesn't care about black people. Quelle que soit votre opinion sur George Bush, il faut admettre que c'est extrêmement couillu d'attaquer le président des États-Unis en direct depuis le Téléthon. Et évidemment, c'est tentant d'expliquer ça comme un symptôme de ce fameux trouble bipolaire. Mais si on creuse, on découvre que le second album de Kanye était sorti seulement 3 jours avant l'incident. Donc Kanye West, à l'époque un rappeur relativement inconnu du grand public, a trouvé le moyen d'apparaître dans tous les bulletins d'actualité du pays, pile au moment où son album sortait. Mais ça pourrait aussi être une coïncidence. Après tout, même une horloge arrêtée indique la bonne heure 2 fois par jour. Alors Kanye West est-il un stratège machiavélique ou un idiot très chanceux? Kanye would rap constantly, and he would test out his new raps on anybody who walked on the tour bus. As soon as you walked on the tour bus, he was like, listen to this. He was just frustrated about no one taking him seriously. Malgré toutes les polémiques déclenchées par Kanye, il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord. Il n'est pas un très bon rappeur. Attention, je ne dis pas qu'il est mauvais. Certains de ses albums font partie de mes préférés de tous les temps. Mais le consensus reste que Kanye West est un rappeur moyen. Il n'a ni la technicité d'un Eminem, ni la profondeur d'un Kendrick Lamar. Par contre, un domaine dans lequel Kanye a toujours excellé, c'est le beatmaking. Quand son premier album sort en 2004, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il compose des instrus. I had my computer and I was trying to draw on it, and then I got a sound program. Found myself like running home from school because I have an idea, like looking at the clock, looking at 2:30, like, yo, man, I want to get this beat down. But I didn't even know anything about sampling, and I was 14 years old. Grâce à son talent de beatmaker, il est remarqué par Jay-Z qui est à l'époque en pleine ascension. Jay-Z sélectionne 4 instrus de Kanye West pour son album The Blueprint. Et non seulement le disque fait un carton avec plus de 2 millions d'exemplaires écoulés, mais 20 ans après sa sortie, il est encore conseillé comme un des meilleurs albums de rap de tous les temps. Alors participer à un tel monument aurait dû ouvrir toutes les portes à Kanye West, mais c'est pas ce qui va se passer. Au contraire, son talent de beatmaker va devenir un obstacle à sa carrière de rappeur. Ici, je dois préciser une chose sur l'industrie du rap du début des années 2000. Les beatmakers n'ont pas de contrat avec un label précis. Ils sont rémunérés au morceau. Donc à l'époque de Blueprint, ça fait déjà plusieurs années que Kanye West vend des instrus, mais ça fait aussi plusieurs années qu'il démarche des maisons de disques pour obtenir un contrat en tant que rappeur, sans succès. Devant le succès de Blueprint, Jay-Z accepte finalement de le signer sur le label Roc-A-Fella, mais c'est juste un moyen de garder ses productions sous la main. Jay-Z n'a en réalité aucune intention de le promouvoir en tant que rappeur, parce que si Kanye West se met à bosser sur son propre album, ça fait autant d'instrus en moins pour les artistes du label. He wanted to be a raucous, and Rock was like, nah, we want his beats. Everybody was trying to figure out a way to get Kanye to give up his beats without wanting to hear him rap. Personne ne prend Kanye West au sérieux en tant que rappeur. Alors j'ai mentionné qu'il n'était pas un MC extraordinaire, mais il y a toujours eu des rappeurs moyens qui arrivent à sortir des disques. Le vrai problème de Kanye West, c'est son image. À l'époque, on est en pleine suprématie du gangsta rap. Tout rappeur se doit d'avoir une street cred, avoir dealé comme Jay-Z ou 50 Cent, avoir braqué et fait du proxénétisme comme Ice-T, ou au moins être issu d'un ghetto miséreux comme Eminem. Mais Kanye West, c'est un gamin de la classe moyenne. Il a jamais commis aucun délit, et pire, sa mère est prof à l'université. Donc ça ferait tâche au milieu des autres artistes de Roc-A-Fella. Et Kanye n'est pas au bout de ses peines. Quand il a enfin le feu vert pour enregistrer son premier album,
il se retrouve envoyé à l'hôpital par un accident de voiture. Il survit, mais sa mâchoire est fracturée à 3 endroits. Diagnostic, il ne va pas être capable de rapper normalement avant de longs mois. Mais c'est là que Kanye a une des idées de génie qui vont définir sa carrière. Il compose un nouveau morceau inspiré par son accident et il l'enregistre alors qu'il a encore les points de suture dans la bouche. Il l'intitule Through the Wire, à travers les fils. Un texte au début du clip raconte l'accident et les paroles expliquent qu'il sort à peine de l'hôpital, il ne peut se nourrir qu'à travers une paille, mais que rien ne va l'empêcher de rapper. Parmi tous les albums de nouveaux rappeurs qui sont parus cette année-là, celui de Kanye sort immédiatement du lot grâce à ce storytelling démentiel. C'est le gars qui a littéralement enregistré son premier single avec la mâchoire recousue. Son album, The College Dropout, est un énorme succès et dépasse même les ventes du Blueprint de Jay-Z. Bien sûr, Kanye reste un producteur ultra talentueux et l'album est excellent. Mais surtout, la force de ce disque, c'est le personnage de Kanye West. Il transforme ce que les autres rappeurs voyaient comme des faiblesses en ses meilleurs atouts. Il n'a pas de street cred et il est issu de la classe moyenne, et bien il va pas essayer de faire semblant. Ses textes décrivent des préoccupations ordinaires, et ça permet à tout un public qui n'est pas sensible au rap gangsta de se reconnaître dans sa musique. Par exemple, dans le morceau Spaceship, il évoque son job étudiant de vendeur de vêtements qui fantasme de démissionner ou de se venger de son manager. Dans cette interview, il précise son personnage. Je représente quelqu'un qui, je pense, n'est pas représenté actuellement. Celui qui dépenserait son dernier dollar pour essayer d'avoir une belle voiture, pas celui qui dit « j'ai tellement de voitures que je peux en casser une par jour ». Loin des codes du rap gangsta, l'album introduit la meilleure mascotte musicale de l'histoire, le Dropout Bear. La légende dit qu'il a découvert le costume au hasard dans le lycée où il posait pour la pochette de son album. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais peu importe. Ce nounours est juste parfait. Il symbolise Kanye West quittant l'université à la poursuite de ses rêves. Il sera décliné sur les pochettes des 3 premiers albums, dont les titres forment un arc narratif. Dans The College Dropout, l'ours est assis, pensif, comme s'il contemplait les conséquences de sa décision d'arrêter les études. Dans Late Registration, Kanye est l'outsider qui arrive en retard à la fête, mais pénètre bravement dans un univers hostile. Et enfin, dans Graduation, il est propulsé sur un tout autre niveau et décroche métaphoriquement son diplôme avec les félicitations du jury, ces 2 premiers albums ayant chacun été sacrés meilleur album de rap de l'année aux Grammy Awards. Kanye va même pousser la métaphore dans son look. Et là encore, il fait de sa supposée faiblesse une force. Les rappeurs gangsta se moquent de son look BCBG, ils le comparent au personnage impeugné de Carlton dans Le Prince de Bel-Air. Pas de soucis. Kanye va pousser le délire à fond jusqu'à monter sur scène avec un polo à col relevé et un sac à dos d'écolier. And I just sit back and just decided that I'm gonna be the best dress rapper in the game. Et cette passion pour la mode va être plus qu'une arme marketing. Elle va être au cœur de sa fortune. Mini parenthèse, je partage mes meilleurs conseils marketing dans ma newsletter privée, le Mix du lundi. Le lien se trouve en haut de la description. Le 13 février 2016, Kanye révèle être endetté à hauteur de 53 millions de dollars. 2 jours après, il est carrément en train de supplier Mark Zuckerberg d'investir $1 milliard dans ses projets. Ça lui vaut des moqueries, puisque Twitter n'est pas le meilleur moyen de contacter le patron de Facebook, et c'est vrai que la demande fait un peu pitié. Mais une nouvelle fois, le timing est bien choisi. Kanye West annonce ses dettes la veille de la sortie de son album, The Life of Pablo. Donc ces tweets surréalistes ne peuvent pas juste être vus comme la bouteille à la mer d'un homme désespéré et malade. C'est une manière de promouvoir l'album. Et surtout, c'est une nouvelle pierre ajoutée à la légende Kanye West, l'artiste tellement ambitieux qu'il a cramé toute sa fortune pour suivre son rêve. Pour autant, ces dettes sont réelles. Elles viennent en grande partie de l'échec de sa marque DW Kanye West, une collection féminine sortie en 2011 qui s'est faite étriller par les critiques. Il y a 30 millions de dettes parce qu'il est tombé amoureux de la mode, il a voulu lancer son projet dans la mode, il sait absolument pas comment s'y prendre, j'ai essayé de le conseiller, j'ai assez peu réussi. Il a fait ses défilés, il s'est fait étranglé et puis... Ouais. Un rappeur qui lance une marque de vêtements, c'est pas nouveau. Jay-Z a créé Rocawear en 99 et du côté des Français, on a vu passer les marques Comme 8 et Uncut, fondées respectivement par Joey Starr et Booba. Mais Kanye, il ne veut pas juste imprimer un logo sur des t-shirts pour faire de l'argent facile. Il est obsédé par la mode depuis son plus jeune âge, au point de relooker chacune de ses compagnes. Et il veut être reconnu comme un vrai créateur de vêtements. Le problème, c'est qu'on s'improvise pas couturier. Avant le fiasco de DW, Kanye West avait déjà essuyé un échec avec sa toute première marque, Pastel, qui avait été annoncée en 2006, mais qui ne produira finalement aucun vêtement. Du coup, le rappeur se rabat sur un modèle plus classique, les collaborations. Son premier partenariat en 2007 fonctionne super bien. Il prête son Dropout Bear à la marque japonaise Bathing Ape pour créer un modèle de sneaker collector. C'est une collaboration bien pensée parce qu'elle est parfaitement alignée avec le délire hipster de Kanye West, et aujourd'hui le modèle se vend à 12 000 $. En 2009, il dessine un modèle de sneaker pour Louis Vuitton,
Mais surtout, il signe avec Nike pour créer son propre modèle de Nike Air. Ce contrat est un événement parce que c'est la première fois que la marque commercialise une Nike Air qui n'est pas liée à un athlète. Le modèle, la Nike Air Yeezy, devient instantanément culte. Et bien sûr, Kanye West sait exactement comment utiliser sa notoriété pour promouvoir la marque. Alors que le modèle officiel n'est même pas encore commercialisé, il porte des prototypes Yeezy aux Grammy Awards de 2008. C'est une action qui a marqué les esprits, au point que 13 ans plus tard, cette même paire de chaussures sera mise en vente aux enchères avec une description grandiloquente. L'introduction des Air Yeezy par Kanye aux 50e Grammy Awards est considérée comme l'un des moments les plus importants de l'histoire de la chaussure et est devenu un pilier de l'avènement de la culture sneakers moderne. Ils avaient même pas tort, puisque les Yeezy seront vendus 1,8 million de dollars, devenant la paire de baskets la plus chère de tous les temps. Mais malgré le succès de sa collaboration avec Nike, Kanye West a deux problèmes. D'abord un problème créatif. Il ne veut pas juste dessiner un modèle de temps en temps, il veut être un créateur à temps plein. Ensuite, il a un problème financier. Parce que vous vous souvenez des fameux 53 millions de dollars de dettes? Eh bien, Kanye West ne reçoit pas de royalties sur les ventes des Nike Air Yeezy. It's not even like I even got a joint venture. I'm like, at least give me some royalties. Like Michael Jordan got 5%. That business is $2 billion. He makes $100 million a year off of 5% royalty. I said, I need some type of royalty. Nike told me, we can't give you a royalty because you're not a professional athlete. Donc en 2013, Kanye West claque la porte de Nike et signe chez Adidas. À l'époque, c'est une énorme prise de risque. Parce que Nike, c'est les Air Jordan. C'est le cœur de la culture sneakers. Adidas, c'est une marque allemande fondée par un mec qui s'appelait Adolf. As far as the culture goes, Nike really would have been the only game in town. I'd never set a sole in a pair of Adidas shoes until I saw Yeezy wearing them. And frankly, I never would have until he made them a poppin' shoe. Nike le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils refusent de lui donner des royalties. À leurs yeux, ils ont tout le pouvoir dans la négociation. C'est pour ça qu'ils se permettent des excuses bidons du type « Ah, on peut pas te donner des royalties parce que t'es pas un athlète ». Mais ils ont mal calculé leur interlocuteur. Et Kanye est une des rares personnes qui croit tellement en lui-même qu'il se dit qu'il n'a pas besoin de Nike. À lui seul, il va rendre Adidas cool. The old me without a daughter might have taken the Nike deal because I just love Nike so much, blah, blah, blah. But the new me with a daughter takes the Adidas deal because I have royalties and I have to provide for my family. Chez Adidas, il va non seulement obtenir ses royalties, mais aussi la liberté créative que lui refusait Nike. Désormais, il ne se limite plus aux chaussures, mais sort des collections entières comme le ferait une maison de haute couture. Pour promouvoir la marque, Adidas utilise la stratégie des drop collector, qui est calquée sur celle de la marque suprême. Mais la meilleure promotion reste le rap. Pour Kanye, les vêtements ont une importance égale à la musique. C'est une extension de lui et l'expression de son génie. I'm telling you, I am Warhol. I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. C'est un avantage qu'il a sur d'autres artistes, pour qui le business c'est un à côté pour gagner de l'argent, mais qui refusent de mélanger ça avec leur vrai art. Pour Kanye, tout ça c'est son art, et donc il n'y a rien de mal à mélanger. Au contraire, faire de la mode et de la musique renforce son identité de génie créatif. Donc en 2016, il organise un événement au Madison Square Garden qui combine soirée de sortie de son album Life of Pablo et soirée de lancement de la saison 3 de Yeezy. 18 000 personnes assistent à l'événement sur place et 20 millions de spectateurs regardent en streaming sur Tidal. Il aurait eu du mal à mettre autant de paires d'yeux sur une simple pub pour des baskets. Et quand il vient présenter la 8e collection Yeezy à la Fashion Week de Paris, il en profite pour faire un concert surprise au Bouffe du Nord avec sa chorale religieuse. Au passage, la chorale porte des tenues qui ont été dessinées par lui-même. Donc on est sur un cercle vertueux. La production musicale de Kanye lui permet de vendre des vêtements, ses vêtements financent ses disques et contribuent à lui donner une place à part dans le rap game, parce que personne ne pousse le délire de la mode aussi loin. Il est désormais reconnu comme un vrai créateur, et surtout comme un entrepreneur qui pèse. Parce que quand Gap annonce un partenariat avec Yeezy en juin 2020, leur cours de bourse monte de 40% en quelques heures. Pas mal pour le wannabe rappeur qui travaillait chez Gap pour payer ses études. Octobre 2018, Kanye West rencontre Donald Trump à la Maison Blanche. Il porte fièrement une casquette rouge, Make America Great Again. L'événement provoque un tollé. Kanye nous a ramené 155 ans en arrière. Un spectacle de ménestrel, l'enfer sur terre. Même en France, la presse tacle. Bromance entre illuminés, discours lunaires. Mais la réponse de Kanye va mettre tout ce beau monde échec et mat. Un de mes trucs préférés, parmi tout ce que représente à mes yeux la casquette Trump, c'est que les gens ne peuvent pas me dire quoi faire sous prétexte que je suis noir. On pourrait dire que Kanye essaye de faire avec Trump ce qu'il a fait avec Adidas, c'est-à-dire le rendre cool auprès de sa communauté. Sur terrain, il n'a pas vraiment réussi. Mais plus largement, c'est un autre exemple de la force d'imagination de Kanye. Pour la plupart des gens, casquette MAGA égale Trump, égale racisme, égale pas bien. Mais Kanye est capable de voir au-delà de cette convention. Il est capable d'imaginer la casquette MAGA comme un symbole d'un type avec une confiance en lui surdimensionnée qui a accompli son rêve le plus fou
malgré les moqueries générales. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un? Et surtout, la casquette MAGA est le symbole d'un Kanye que personne ne peut contrôler. Ni le milieu du rap, ni la presse, et surtout pas ses fans. C'est bien connu que les scandales génèrent de l'attention. Mais pour un rappeur, parler de dealer de la drogue ou de tuer des flics, c'est plus aussi choquant que ça l'était il y a 20 ans. Surtout pour les fans endurcis de rap. Alors Kanye qui s'affiche avec la casquette rouge, c'est un espèce de coup de génie. Ça va retourner le cerveau de la culture hip-hop autant que le mode Hot Coffee de GTA San Andreas avait choqué les évangélistes américains. Kanye est le maître des dramas inattendus. Le genre de drama où les commentateurs le critiquent, oui, mais ils passent encore plus de temps à se demander pourquoi il a bien pu dire ou faire ça. On peut littéralement suivre l'historique sur Google Trends. Ce pic, en juillet 2020, c'est quand Kanye West, alors candidat à la présidentielle, révèle en plein meeting que Kim Kardashian et lui ont envisagé d'avorter quand elle était enceinte de leur premier enfant. Et ce record de recherche en 2009, c'est quand Kanye West monte sur la scène des Video Music Awards pour interrompre Taylor Swift, alors qu'elle reçoit le prix du meilleur clip féminin. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. Obama en personne va se prononcer sur cette affaire. He's a jackass. La polémique prend même des allures de feuilleton, puisque l'année suivante, quand Taylor Swift fait allusion à l'incident dans sa chanson Innocent où Kanye West n'est pourtant pas nommé, on voit encore un rebond dans les recherches. Alors vous allez me dire, ok Stan, t'es gentil, mais le premier youtubeur venu sait que les dramas permettent de gratter de la visibilité. C'est le fameux biais de négativité, y a rien de révolutionnaire là-dedans. Correct. Mais le problème avec les polémiques, c'est qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Depuis les révélations de plagiat en 2016, la chaîne de Mad Podcast ne fait que perdre des abonnés. Autre exemple, le comique Michael Richards, ancien de la série Seinfeld, a mis fin à sa carrière de stand-up après avoir improvisé une blague raciste pendant un spectacle. Et justement, Kanye West fait régulièrement des déclarations qui, en autant de cancel culture, détruiraient la carrière d'à peu près n'importe qui. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. It's like we're mentally in prison. Cet extrait vient d'une célèbre interview chez TMZ, et je ne peux pas le montrer sans revenir sur le trouble bipolaire de Kanye. Les médias ont adoré prendre cette fameuse phrase au premier degré. Kanye pense que l'esclavage était choisi. Mais en réalité, il n'est clairement pas en train de faire un argument historique sur la nature de l'esclavage. L'esclavage est une métaphore pour une idée qu'il essaye de faire passer. Mais quelle idée exactement? Je suis pas sûr, et c'est là tout le problème. Kanye West est en pleine crise maniaque pendant cette interview. Dans chacune de ses réponses, il passe d'une idée à l'autre sans jamais finir son raisonnement, et justement il enchaîne les métaphores improbables. One thing is people try to minimize me to artists, hip-hop, black community. Yeah, I'm always gonna represent that, but I also represent the world. I represent not even the future, it's the now. We're in 2018. We're in the now, bro. À un moment, il se lève et tourne carrément le dos à la caméra pour haranguer la rédaction. I had plastic surgery because I was trying to look good for y'all. Et au cas où ça n'était pas assez clair, il annonce explicitement qu'il ne respecte pas les doses de son traitement pour troubles bipolaires. These pills that they want me to take 3 of a day, I take 1 a week, maybe 2 a week. Donc les médias, qui d'ordinaire se font un plaisir de sortir les propos de leur contexte pour détruire la réputation de quelqu'un, n'ont même pas besoin de le faire. Chaque phrase de Kanye West est déjà hors contexte, vu qu'il saute en permanence du coq à l'âne. Kanye a toujours été clivant, notamment à cause de son ego démesuré. I'ma take myself public and create a universal basic income. Mais à partir du moment où il est officiellement reconnu comme bipolaire, ses détracteurs utilisent sa bipolarité comme une arme contre lui. Dès que Kanye West dit un truc transgressif, on va lui rappeler avec condescendance de prendre ses médicaments. Kanye, I know you're like, yo, this is the real me. I'm off the meds. Take them. Ces attaques amènent de nouveaux alliés improbables à Kanye, les activistes qui luttent contre le validisme. Dans un article intitulé « Quand vous vous moquez de la santé mentale de Kanye, vous ne vous moquez pas que de lui », la militante Vilissa Thompson écrit « Nous avons une obligation de ne pas utiliser la maladie mentale pour discréditer la réputation ou l'humanité de qui que ce soit. » Alors attention, je suis pas en train de vous dire que les troubles mentaux de Kanye West sont un avantage concurrentiel génial. Les maladies mentales sont mal connues du grand public et trop souvent caricaturées, soit à travers des moqueries, soit à travers une idéalisation malsaine. Être bipolaire, c'est absolument pas cool, mais ça a l'effet secondaire de placer Kanye West dans une espèce de zone grise médiatique. Où d'un côté, on peut être scandalisé par ses propos, mais de l'autre, on ne peut pas non plus totalement le blacklister sans être accusé de le marginaliser à cause de sa santé mentale. On en a encore eu la démonstration tout récemment. En mars 2022, Kanye West est déprogrammé des Grammy Awards pour avoir posté des injures racistes à l'encontre du comique Trevor Noah sur Instagram. Mais la réaction de Trevor Noah,
c'est de critiquer cette annulation. J'ai dit conseiller Kanye, pas annuler Kanye. On imagine bien que Trevor Noah n'aurait pas réagi avec autant de nuances si l'insulte venait de quelqu'un jugé mentalement sain. Mais ça va encore plus loin parce qu'il y a carrément des fans qui pensent que Kanye n'a pas de problèmes mentaux et qu'il est juste un génie incompris. We're here for you, Kanye. Une autre preuve, c'est les nombreux commentaires dithyrambiques sous ses interviews, si bizarres sur les propos qu'il y tient. Cette interview montre à quel point Ye est loin d'être fou. Il est super intelligent et conscient de lui-même. Nous ne devons plus laisser les médias infiltrer notre perception de ces célébrités avec des titres et histoires outranciers. Quand les gens traitent un homme de fou, je veux toujours savoir pourquoi. 9 fois sur 10, on le traite de fou parce qu'il a réfléchi par lui-même et ne peut pas être contrôlé. Ye est un génie. Maintenant que j'ai vu cette vidéo, je comprends pourquoi il le traite de fou. Ye est sur sa propre longueur d'onde et ne suit pas le troupeau. Ce qui soulève encore une fois la question avec laquelle on a commencé. Kanye West est-il un génie incompris ou un malade mental très chanceux? Sur cette chaîne, je fais des analyses marketing super détaillées. On vient souvent me dire que je réfléchis trop, que la réponse est évidente. The Rock a réussi parce qu'il prend des stéroïdes, Kim Kardashian parce qu'elle a montré son cul, Tay Lopez parce qu'il a arnaqué les gens, voilà, affaire conclue. Du coup, pour Marketing Mania, Kanye West c'est un peu l'antéchrist. Ça va être compliqué de vous dire qu'il avait un plan génial dès le début. Kanye se laisse porter par ses impulsions au risque de faire n'importe quoi, mais à chaque fois, il rafle la mise. Pourtant, on a vu que son sens du timing est millimétré, comme son coup d'éclat contre George Bush, l'annonce de ses 53 millions de dollars de dette et le détournement de la casquette MAGA comme symbole du libre penseur. On pourrait expliquer ça par des délires bipolaires, mais tout se goupille quand même étrangement bien. You wanted a reaction. No, You knew there was going to be a reaction. I knew there was going to be a reaction, but I'm just living my life day by day, doing what I feel and what the Spirit calls upon me to do. Kanye West lui-même explique ce phénomène comme sa connexion avec l'univers. I'm just connected with the universe, period. Et ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve cette explication parfaitement crédible et satisfaisante. Kanye est connecté avec l'univers. Il suit ses intuitions, et ses intuitions sont juste géniales. On peut expliquer logiquement une stratégie marketing a posteriori, mais les meilleures stratégies ne peuvent pas s'inventer de manière logique. Il faut une étincelle de génie. Vous avez une idée qui vous vient, et c'est pas exactement clair d'où elle sort. Appelez ça comme vous voulez. Votre connexion avec l'univers, le Saint-Esprit, votre inconscient. Du coup, l'intérêt d'analyser des personnes à succès, c'est pas de copier leur stratégie. Vous n'allez pas suivre exactement le même chemin vers le succès que Conor McGregor ou Kanye West. Votre situation de départ est différente, vos talents sont différents et vos objectifs sont sans doute différents. Mais étudier leur parcours vous aide de deux manières. D'abord, ça nourrit vos schémas mentaux, dans lesquels votre intuition va venir puiser de manière imprévisible. Ensuite, ça vous apprend à identifier ce qui est une bonne ou une mauvaise stratégie. Parce que l'univers ne vous souffle pas que des bonnes idées. Et c'est là que l'absence de filtre de Kanye est dangereuse. Certaines de ses frasques lui font faire 3 pas en avant, d'autres 2 pas en arrière. Il joue avec le feu, mais au final, il est gagnant. Parce que c'est bien son rêve de mode, souvent tourné en ridicule, qui l'a rendu milliardaire. Forbes applique un multiple de x10 sur ses royalties Yeezy et estime sa fortune totale à 2 milliards de dollars. C'est plus que Jay-Z, le premier rappeur à devenir milliardaire, qui est à 1,3 milliard. Il y a un dernier exemple qui illustre parfaitement cette synthèse de l'intuition et de la stratégie chez Kanye. C'est son album de 2019, Jesus is King. Aux États-Unis, la religion est un excellent outil marketing. Beaucoup de chanteurs américains sortent un album gospel ou annoncent leur conversion pour relancer leur carrière. Le gospel, c'est culturel et c'est important chez les Américains. Bien sûr chez les Afro-Américains, mais chez tous les Américains en fait. C'est-à-dire que s'il y a bien un thème où le raciste là, du fond du Texas qui vote Trump et le petit noir américain du fond d'Atlanta se retrouvent, c'est fucking Jesus. Et pourtant, il y a peu de rappeurs qui seraient capables de sortir un album de gospel au premier degré. Mais Kanye, lui, le peut. Et personne ne va l'accuser d'opportunisme parce que la religion a toujours été présente dans sa musique, même quand ça ne l'avantageait pas. Dès 2004, dans son single Jesus Walks, Kanye West demande à Dieu de l'aider à résister aux tentations pendant qu'un chœur gospel scande « Dieu marche avec moi ». Comme pour son style vestimentaire à la Carlton, parler ouvertement de religion dans un single, c'était un choix à contre-courant des normes en vigueur dans le rap à l'époque. Les paroles mentionnent même que le morceau risque d'être snobé par les radios parce qu'on peut rapper sur tout, sauf Jésus. Donc cet album gospel, que certains artistes auraient fait de manière calculatrice parce que c'est un bon coup marketing, Kanye le fait en suivant son impulsivité d'artiste mégalo. Autrement dit, en se laissant guider par l'univers. 2 fois par mois, j'envoie un email privé aux abonnés à ma newsletter. Je vous partage mes meilleures découvertes sur le marketing, la persuasion et le business en ligne, et je donne les conseils que je ne peux pas partager publiquement sur YouTube, soit parce qu'ils sont pas assez clickbait, soit parce que je me ferai incendier. Pour vous donner une idée des sujets, dans le dernier email on a parlé de comment réussir en copiant les Américains,
et on a analysé le contenu d'un YouTuber qui a explosé dans les 30 derniers jours. Pour recevoir la prochaine newsletter, il suffit de vous inscrire au lien qui se trouve en haut de la description. À la prochaine.